sans recurring, ta marque, elle est vouée à mourir. Jamais de la vie, je vais lancer un produit si je connais pas mon produit, si je sais pas à qui je vends et comment le vendre. Pour vous dire, même, c'est un produit que nous, on a failli lancer, quoi. Tu vois, c'est une marque que j'ai montée à 300K. Le chiffre d'affaires. Nous on le voit, tous les gros e-commerçants, ils essayent à un moment donné tous de mettre en place une brand avec du recurring. Parce qu'en fait c'est banger. En fait on a de l'or sous la main mais on l'utilise pas. Et on peut faire 100 créatives statiques en 30 minutes. C'est tellement puissant. Produit banger. Produit banger. Pour le coup, Bienvenue dans ce 3e podcast Retour. Aujourd'hui on accueille notre tout premier invité sur la chaîne. Noah, bienvenue. Merci pour l'invite les gars. Yann, bienvenue. Je te laisse présenter la trame du podcast et comment on va dérouler cet épisode. Bienvenue à tous donc dans ce 3e podcast, comme a pu le dire Lucas. Aujourd'hui on est très content, on a ramené quelqu'un avec nous. Donc le but c'est que Noah puisse se présenter à travers son parcours, un peu comme nous avons pu le faire dans le podcast numéro 1. Et ensuite on présentera sa méthode qui est différente de la nôtre. Comme on l'avait dit dans le premier podcast, on est capable d'accueillir des personnes différentes avec de différentes stratégies. Ça va vous permettre de découvrir les différentes stratégies qui existent en e-com. Effectivement, il n'y a pas que notre stratégie, il y en a quand même pas mal. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Noah. C'est parti ? Le but c'est vraiment de prendre les meilleures techniques, ce qui a le mieux fonctionné pour tout le monde. On prend la data et après, on partage tout ça, quoi. Donner le plus de valeur. Exactement, full valeur. Donc, Noah, du coup, je te laisse te présenter. Ça fait combien de temps que tu fais de l'e-com, ton parcours Je te laisse un peu. Ouais, pas de souci. Écoutez, moi, c'est Noah Préher, 19 ans, 2006, ça fait 3 ans que je fais de l'e-commerce. J'ai commencé assez tôt. J'ai même fait, avant de l'e-com, un peu d'achat-revente avec un cousin à moi. Et puis, on a commencé à s'intéresser au business de l'e-commerce. Autour de mes 15 ans et demi, quelque chose comme ceci. Et j'ai commencé réellement à lancer mon premier projet e-commerce à mes 16 ans. Ok, cool. C'est à partir de quel âge toi que tu as commencé à chiffrer? Tu as commencé vers 15 ans, tu as chiffré vers quel âge? Non, en vrai, j'ai pas du tout chiffré au début. Ma première année a été vraiment catastrophique. Ouais. Justement, où j'ai voulu suivre cette trame. Parce qu'en vrai, de vrai, on va pas se mentir, j'ai été énormément présent sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui m'a permis de m'intéresser à ce business-là. Mais j'ai vraiment suivi la trame sur ma première année de produits gagnants, site internet assez bâclé et du testing en ads. Et c'est vraiment en fait en suivant cette stratégie-là, j'ai pas du tout fait d'argent, même je comprenais pas forcément pourquoi j'en faisais pas. Et du coup, sur ma première année, je perds pas mal de capital. Et après, c'est vraiment suite à cela, j'ai su un peu rebondir. Et puis c'est autour de mes plus 17 ans que j'ai commencé à chiffrer. T'as une estimation à peu près sur ce que t'as perdu au début Ouais, le chiffre exact, je ne saurais pas, mais plus de 5 000 euros. 5 000 euros, ok. Ouais, entre formation, ads, tout ça. C'est le début. Et parce que du coup, à ce moment-là, t'étais mineur, j'imagine. Ouais, j'étais mineur. Donc tes parents, ils étaient au courant peut-être ils étaient au cette courant. perte. Après, du coup, vu que je faisais de l'achat-revente un peu avant, ça compensait, j'ai fait un peu de cash. Et puis il y a un cousin aussi qui m'a pas mal aidé sur le point de vue financier sur ma première année. Ouais. Ok, et vous avez commencé tous les deux le e-com? Non, pas du tout. Lui, moi, je lui ai expliqué un peu ma vision, mon projet là-dessus. Et du coup, voilà, il m'a assez soutenu, etc. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu de capital avec de l'achat-revente. Et voilà, donc sur ma première année, je perds pas mal de sous. Ok, et qu'est-ce qui a fait, toi, du coup, que tu t'es dit, vas-y, moi, je vais commencer en e-com, je vais pas faire du trading, de la crypto, comme on peut voir aujourd'hui? En vrai de vrai, je pense c'est un peu pas l'instinct, je dirais, mais en fait, en voyant des Yomi Denzel, etc., présenter cela sur le marché, sur les réseaux, en vrai, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Et en vrai, c'est le premier business que j'ai voulu lancer. Et j'ai jamais changé de business, jamais voulu voir autre chose, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis, t'as fait de l'achat-revente avant? Ouais, j'ai fait de l'achat-revente avant. Moi aussi, j'en ai fait pas mal. Et c'est un peu la suite logique, je trouve. Quand tu fais de l'achat-revente, aussi. T'as fait quoi, Vinted? Ouais, j'ai fait beaucoup de Vinted, du Panda Buy, des trucs comme ça, des plateformes assez similaires. Ouais, on est tous passés par là au début. Pas très éthique, mais bon, voilà. Ouais, exactement, il faut bien commencer par quelque chose. L'important, c'est de commencer le business et après, tu te lances dans des business plus sérieux, entre guillemets, parce que l'e-com, c'est quand même un business qui peut te rendre millionnaire. Donc, c'est autre chose que de l'achat-revente Vinted ou etc. Ouais, ça peut changer ta vie. Et puis aussi, c'est même... je sais pas vous, mais je voulais vraiment trouver un échappatoire parce que j'avais pas du tout envie de... Moi, les études, j'étais pas du tout... J'étais pas un cancre, mais voilà, j'avais des facilités. Mais je voulais pas travailler. Puis je voulais pas plus tard travailler pour un patron. Enfin, j'avais cette vision assez jeune, en fait. Ouais, t'as ressenti que t'étais, entre guillemets, différent de la masse et que tu voulais même là, faire quelque chose.
avec des potes, des connaissances que j'ai dans ma ville, bah, je vois que ma vision et la leur, ce n'est pas du tout la même. Ouais. Même juste des choses assez bêtes, mais les sorties, etc., des choses comme ça, bah, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Je veux rester dans ma chambre. C'est vrai qu'en faisant du business en ligne, des fois, tu peux vite te sentir un part, entre guillemets, de ton groupe de potes. Okay. Et même des jeunes de nos jours, tu peux un peu te sentir décalé. Et c'est quelque chose qui est mal dans un sens. C'est que, bon, bah, niveau social, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, dans le business, quand tu es un peu plus isolé, ça te permet de scaler et vraiment de te focus uniquement sur ton business. Et on sait que bah, aujourd'hui, c'est ça qui permet de créer un environnement autour de tout ça. C'est très important pour les personnes qui nous écoutent. Créer un environnement autour de ton business, c'est hyper important. Qu'en fait, tu manges, tu dors, e-com, et ben en fait, ça change tout parce que quand ton cerveau, même quand tu dors, il pense e-commerce, il pense les CPM qui augmentent, ou etc. Ça te permet de scaler bien plus, quoi. Bah, mais carrément. L'e-com de base, c'est plutôt pour les casaniers, tu vois. Je reste dans ma chambre, je suis focus, je travaille, je sors pas, tu vois. C'est la simplicité, un peu, je trouve. Ouais, carrément. Et moi, je trouve ce qui est bien, c'est qu'une personne, justement, qui arrive à rester chez soi, soit même tout seul, justement, à se focus tout le temps, enfin, qui dort business, qui mange business, je trouve que c'est une personne qui peut que réussir, en fait, dans le business. Ouais, c'est ça. En général. Exactement. Donc, toi, on est d'accord, t'es focus plutôt brain. Le but dans ta méthode, c'est de créer ta brain. T'aimes pas trop le côté dropshipping, si j'ai bien compris. Ouais, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai pas chiffré avec. Okay, donc, c'est pas quelque chose que je connais, parce que, bah oui, bien sûr, on utilise à peu près les mêmes choses. Mais ouais, le produit gagnant et tout, franchement, c'est pas forcément des mots et des choses que je kiffe bien. En tout cas, j'ai pas chiffré avec. Donc, c'est pas quelque chose sur laquelle je peux m'étaler là-dessus. Mais ouais, voilà, moi, mon process, ça va être vraiment de me sécuriser le plus possible. Dans le sens où jamais de la vie, je vais lancer un produit si je connais pas mon produit, si je sais pas à qui je vends et comment le vendre. Donc, en fait, c'est vraiment le recul que j'ai pu prendre après cette année où j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai vraiment essayé d'aller analyser et comprendre pourquoi les plus grandes marques à succès, elles faisaient de l'argent et moi, j'y arrivais pas. Comme Denali, Bocuse, c'est des marques, je pense que vous connaissez. Et en vrai, la première chose qui saute aux yeux, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Je faisais directement du testing en ads, mais en fait, il n'y a aucune crédibilité. La personne, quand elle clique sur mon profil et elle check un peu ce que je fais sur les réseaux, il n'y a pas de post, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de story. Je peux pas traiter d'objections, je peux pas prouver ma confiance. Et en tout cas, mes prospects ne peuvent pas trop me faire confiance. Enfin, je suis dans cette démarche. Ouais, c'est des méthodes différentes. Après. Et du coup, comment tu as découvert, toi, un peu cette méthode qui se différencie des méthodes classiques qu'on peut entendre de nos jours en e-com? Bah, en vrai, moi, une fois que j'ai perdu cette année-là, une fois que je perds pas mal d'argent, bah, en fait, je voulais plus du tout continuer. Et je pense que c'est logique, mais voilà, j'étais un peu dégoûté de moi-même et déçu surtout. Mais justement, j'ai vraiment essayé de prendre ce recul-là. J'ai jamais voulu abandonner ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment essayé de prendre ce recul-là et justement, comme je viens de le dire, d'aller analyser les plus grandes marques à succès sur le marché et de comprendre qu'est-ce qu'elles mettent en place pour qu'elles puissent autant faire de cash. Ok. Et tu as fait tout ça seul, sans formation? Ouais, sans formation. Après, bien sûr, je me suis formé sur des choses assez basiques, comme utiliser Shopify, comme utiliser les ads, etc. Ouais, bien sûr. Mais ça, formation de nos jours que tu peux avoir sur YouTube gratuitement, par exemple. Ouais, mais par exemple, disons que ta stratégie, tu l'as développée avec ton cerveau, tout seul, avec tes compétences. À force de faire, principalement, quoi. Ouais, et aussi, voilà ce que j'allais dire, l'expérience, en fait, à force de faire, de refaire, justement sur une année où je fais vraiment... Il y a du chiffre d'affaires, mais je suis en perte, tu vois. Okay. Je vais chercher du chiffre, je fais pas 0 vente non plus, mais ouais, je suis jamais en gain. J'ai pas rentré 1 euro dans ma poche et je perds vraiment beaucoup d'argent. Et voilà, c'est vraiment comme ça aussi. C'est de la logique, en fait, pour moi, quand j'ai commencé à prendre du recul et analyser, du coup, ces plus grandes marques, qu'est-ce qu'elles faisaient, elles. Mais en fait, pour moi, c'était devenu logique, en fait, qu'il fallait être présent sur les réseaux, essayer de comprendre à qui on vend, parce que si on essaie de vendre à tout le monde, bah... un peu compliqué. Et cibler ton persona. Voilà. Et de vraiment faire quelque chose de propre, même en ads. Partir en ads, certes, je kiffe les ads, mais que quand je sais que mon message est converti. Ok, c'est plus du Spark Ads, du coup, toi, ce que tu fais. Ouais, en fait, moi, je pars vraiment du principe où je vais dépenser de l'argent. C'est que je sais où je suis pas sûr à 100%, parce qu'on peut jamais être sûr, mais que je vais avoir un retour sur investissement. Ok. Donc je vais pas en ads si mon contenu en organique il m'a pas ramené du cash, tu vois. Ok. Et donc toi, c'est quoi les plateformes un peu sur les réseaux sur lesquels tu pars en organique en général? Insta, TikTok, okay. Principalement ces deux.
Après, ça m'est déjà arrivé de faire du Facebook, surtout quand par la suite, j'aime bien Meta quand je vais sur de l'Ads. J'ai fait TikTok, j'ai fait un peu de Google, mais c'est pas quelque chose que je kiffe. Après, j'imagine aussi du coup que en fonction du persona, ça oriente un peu le réseau social sur lequel tu vas t'orienter. Même en termes de ton produit, ton ticket, si tu vends du low ticket, si tu vends du high ticket, voilà, si tu essaies de vendre du high ticket sur TikTok, ça risque d'être un peu compliqué. Mais ouais, en fait, en fonction de cela, ça varie aussi les plateformes sur lesquelles tu promouvois ton produit. Mais j'ai principalement fait du mid-ticket, donc en vrai, à 80% de mes projets en tout cas que j'ai lancés et que j'ai même coaché, c'était full méta. Et marché français uniquement, 100%. j'imagine. Ouais, 100%. Dans un premier temps, parce que je trouve que le marché il est vraiment grand et bien plus grand que ce qu'on l'imagine et qu'il y a beaucoup de chiffres d'affaires à aller chercher sur le marché français. On se restreint trop à des contrôles, une petite stabilité ou un petit plafond de verre. On essaie directement d'aller sur d'autres marchés. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Exactement, avec Fincut qui font 50 000 par jour. T'imagines et ils sont que sur le marché français. Ils sont montés à 700 000, je crois, pendant le Black Friday. C'est quand même. Et que nous, des fois, au début, on faisait 40 000 sur le marché espagnol. On disait, on a saturé le marché. On a saturé le marché. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une croyance limitante qu'il y a beaucoup de débutants qui ont et qu'on a tous eu, j'imagine. Et en fait, tu vois tes CPM qui augmentent ou c'est juste ta créa qui performe moins. Nous, je parle sur Facebook Ads, par exemple. Et tu te dis, c'est bon, le marché est saturé. Et nous, on l'a vu au Mexique, on se l'a encore dit la dernière fois. On s'est dit, putain, mais en fait, on a peut-être saturé toute l'audience. Alors que tu te rends compte que tu trouves une nouvelle créa winneuse, ou etc. Et puis ça ou même juste un autre angle. Moi, ça m'est déjà arrivé de genre juste un autre angle et ça relance carrément tout le produit. Ouais, parce qu'en fait, le produit, il est jamais saturé. C'est le message qui fait vendre ton produit qui, au bout d'un moment, est saturé. Mais ton message, quand tu le changes, ton angle, quand tu le changes, tu vois, après, tu peux toujours vendre en fait le produit. Ouais, carrément. Et vous, en fait, c'est quand vous allez sur les différents marchés, comment vous installez dessus ? C'est-à-dire ? Comment vous... Parce que moi, je pars un peu du principe que pour vendre sur un marché, il faut bien connaître le marché. Mais vous, si imaginons, là, vous m'avez parlé du Mexique. Comment vous arrivez à insérer le marché ? En fait, nous, de base, on vendait en Espagne, on vendait en Europe, sauf que comme il y a la TVA, tu vois, c'était au bout d'un moment, on atteignait un plafond qui était moins intéressant pour nous. Mais en fait, le point le plus important, c'est qu'on regarde le marché où il n'y a pas de concurrent. C'est-à-dire qu'on fait une veille concurrentielle, on analyse tous les marchés, on voit qu'il n'y a pas de concurrent. Et si le marché il est cohérent avec notre produit, si tu vends des pantoufles au Mexique, ça va pas marcher. Mais c'est pas un produit qui est cohérent avec le marché, derrière, on se lance, quoi. Et s'il n'y a pas de concurrent. Ok, vous prenez en compte les concurrents et vous... Ok. Pour nous, avoir peu de concurrents ou pas de concurrents, c'est quand même un facteur assez important parce qu'on répond entre guillemets à une demande où il n'y a personne qui répond. C'est ce qu'on essaie, comme on a parlé des stages d'awareness la dernière fois, problème aware, c'est-à-dire qu'il y a un problème et personne a de solution pour ce problème. Et quand tu arrives à un marché et que toi, tu as la solution à ce problème-là, ça te simplifie le marketing réellement. Et donc c'est pour ça que nous on divague entre les différents marchés. Mais ouais, en tout cas c'était super intéressant de parler des croyances limitantes au niveau de l'audience, parce que c'est vrai qu'en France on peut faire de l'argent infiniment, comme on l'a vu avec Fincut. Vous connaissez Naali ? Ouais. Naali, ils ont été... là je crois qu'ils commencent un peu à s'élargir sur différents marchés, mais là jusqu'à maintenant ils étaient full marché français et ils font plus de 12 millions à l'année. Ouais, puis il y a un super histoire derrière quand t'écoutes les podcasts et tout. Le fondateur il arrive à mettre en avant sa marque d'une manière incroyable. Que t'écoutes un podcast comme de ce gars, t'as presque envie d'acheter son... Non, franchement c'est vrai. Ils ont fait une bonne com. Donc, quand ils sont passés sur Qui veut être mon associé, je crois qu'ils sont passés ouais, il me semble, et ça les a boostés. Moi je les ai connus de là, tu vois. Ça les a boostés de ouf. Ok. Mais ouais, de base, ils sont que sur le marché français, je crois. Ouais, je crois qu'ils s'élargissent un peu, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais ouais, ils vont atteindre des chiffres de fou sur le marché français. Et c'est ça aussi, la récurrence sur un produit, ça fait tout en vrai. Ah oui. Parce qu'en vrai de vrai, je pense pas que tout le monde connaît Naali et tout le monde, et ils vont chercher du chiffre d'affaires de fou, c'est parce qu'ils fidélisent pas mal de clients et je pense qu'ils ont un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires, je pense que c'est principalement des clients fidèles. Nous on le voit, tous les gros e-commerçants un peu on suit, genre Nico, Matteo, tu vois, ils essayent à un moment donné tous de mettre en place une brand avec du recurring, parce qu'en fait c'est banger, tu vois. Et puis même comme on le sait que les CPA augmentent sur tous les plateformes d'acquisition payantes, en fait au bout d'un moment t'es obligé d'avoir de l'acquisition si tu veux, du recurring, parce que si tu arrives et qu'au bout d'un an t'as toujours pas de clients, ton taux de recurring il est à 2% qui reviennent à chaque fois, forcément c'est pour ça qu'on dit que avoir un bon produit c'est essentiel, que respecter ses clients c'est essentiel, parce que sans recurring ta marque elle est vouée à mourir, quoi. Ouais, je pense que la satisfaction client c'est la chose qui t'amène à scale et à durer dans le temps.
Ouais, bah, comme on parlait du bouche à oreille tout à l'heure pour le sujet des formations, bah, c'est exactement pareil pour les produits. Ouais, c'est exactement ça. Et en vrai, je crois, je sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais un client, il t'en ramène 3. Et un client, heureux ou content chez toi que tu satisfais, il t'en ramène 3. Et un client que tu satisfais pas, il t'en fait perdre 10, une connerie comme ça. Ouais, donc ça te montre que c'est essentiel. Il vaut mieux sourcer à la limite son produit 2 €, 3 € plus cher chez son agent chinois ou peu importe, et lui dire je veux vraiment un produit de qualité avec une livraison assez rapide, que dire bon bah je vais gratter sur mon ROS break-even de la marge, mais par contre au final je vais perdre énormément de récurrence client ou même du bouche à oreille. Si tu fais du recurring, t'es obligé de toute façon d'avoir un produit de qualité. Du recurring, ça marche pas. C'est le principe. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et en termes pour sourcer vos produits, vous passez par des plateformes, vous avez des agents. On a un agent. On a, franchement, nous, là, on travaille avec mon agent de base que j'avais. Toi, t'en avais un aussi de ton côté. Ouais. On a testé le nôtre et quand on a pris on est rentré sur des groupes, des mecs qui chiffrent, qui font des 300 000 par mois, tu vois, des groupes WhatsApp où on échange avec des mecs. Et en fait, j'avais le même agent que tu vois. Donc, en fait, on a vu qu'on avait un bon contact. Donc, on passe que par un agent. Et franchement, il est plutôt bien. Ouais, après, il y a eu des problèmes au début. On n'était pas du tout content. Mais disons qu'au fur et à mesure, la relation s'installe et tu arrives à comprendre que c'est des humains, ils sont pas parfaits. Il peut y avoir des problèmes aussi de leur côté, mais c'est super important de. Mais après avoir fait plusieurs devis, tu vois, sur le même produit chez différents agents, le nôtre, c'est le meilleur quand même. Ouais, ok. Ça reste le meilleur. Et toi, du coup, tu fais comment ? Ouais, pareil, moi aussi j'ai un agent avec lequel je collabore depuis longtemps. Moi au début j'étais un peu sceptique au niveau des agences, que j'ai eu des petites galères sur un jour une phase de scaling, je me souviens, après un gros virement, parce que je fais du stock quand je fais des grosses phases de scaling. Pour moi c'est mieux. Toi tu fais du stock du coup. Chez mon agent, sur des grosses phases de scaling, parce qu'en fait du coup ça réduit le temps de livraison chez mon client. Donc je trouve que c'est plus intéressant. Et une fois avoir fait le virement, mon agent il m'a plus jamais répondu. Ok. Et c'était une grosse somme ? Non, mais les quelques euros, c'était pas énorme. Mais ouais, ça m'avait un peu trop. Ouais, quand même, c'est relou. Ouais. C'est chiant. Ouais. Putain. C'est sûr, et puis en plus, après, du coup, il faut que tu le repayes auprès d'un autre agent, le stock que du coup, j'imagine, il va pas envoyer. Bien sûr. Donc, c'est une galère. Et puis surtout, c'est que tu as des commandes, du coup, tu es en phase de scaling, tu as des commandes tous les jours, et du coup, tu plus d'agent du jour au lendemain. Franchement, l'agent, c'est ultra important. Vraiment, si tu as un agent qui tient pas la route, ta marque derrière, elle peut. Tout à fait, quand on parlait tout à l'heure de la qualité du produit, ça va avec l'agent en réalité. En fait, si ton agent, il prend soin de bien faire un packaging acceptable, que tu le brennes, mais que lui, il l'envoie dans de bonnes conditions, dans un bon colis, bah forcément, le client, il sera plus content que si il le reçoit dans un sac poubelle d'AliExpress, et ça sera directement plus. Et des grandes écritures chinoises. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, la relation avec l'agent, c'est indispensable. Hein. Ouais, tu l'avais trouvé où, toi, le nom de ton agent ? Moi, je l'avais trouvé où ? De connaissances dans l'e-com qui me l'avait donné. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai switch, du coup, direct. Parce que du coup, je me suis dit, je pars plus avec un agent si je connais pas. Et puis surtout, du coup, cet agent, je l'ai traumatisé dans le sens où je lui demandais tout le temps des photos, des vidéos de partout. Ouais. Parce que du coup, j'avais pas peur, parce que voilà, ça m'a pas freiné non plus. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire attention maintenant. Parce que si sur du stock, il me répond plus du jour au lendemain. Ok. Voilà. Et du coup, si ça te dérange pas, on va revenir un peu à ton parcours. Ouais, pas de soucis. La première fois que tu as réussi à être rentable entre guillemets à travers ta stratégie, tu peux nous expliquer un peu le déroulement, comment ça s'est passé. Si jamais tu peux révéler ton produit, c'est encore mieux, mais j'imagine peut-être que ça peut être compliqué. Non, pas du tout. Moi, mon premier produit sur lequel j'ai fait de l'argent, ça date, c'est un produit qu'on a pas mal vu, c'était des cils magnétiques. Ok. Et toute une gamme autour avec sérum, pas mal de choses. Et c'est vraiment sur ce premier produit-là, en tout cas, que j'ai commencé à faire. Pas mes premières ventes, mais j'ai eu mes premières rentabilités. Et voilà, pareil, j'avais une grosse brand sur les réseaux. Bon, là, à l'heure actuelle, la marque, je l'ai plus. Mais voilà, grosse présence sur les réseaux sociaux. J'avais pas mal de créateurs UGC qui m'avaient fait plein de vidéos. J'avais plein de visages différents sur mon feed. C'était incroyable. Je traitais pas mal d'objections. J'avais fait du micro-influx aussi par la suite. En fait, c'est la marque qui m'a... Quand j'ai commencé à prendre ce recul et j'ai mis tout ça en place, c'est vraiment la marque que j'ai gardée longtemps. 7 mois et quelques. Et marché français ? Marché français, full marché français. Et vraiment, tu vois, c'est une marque que j'ai montée à 300K de chiffre d'affaires, sur 34-35% de rentabilité,
Benef, excuse-moi. Et voilà, et c'est vraiment sur ça que j'ai vraiment commencé à reprendre confiance en moi, du coup, à lancer ma première marque. T'as dit un truc, c'est intéressant, les micro-influenceurs. Enfin, nous, on a essayé d'en mettre en place, c'est compliqué quand même. C'est relou la logistique. C'est compliqué à gérer, sachant que nous, vu qu'on vend pas sur le marché français, à chaque fois on vend sur le marché espagnol ou d'autres, mais pas dans notre langue d'origine. Donc pour contacter, pour échanger avec tu vois, des micro-influx, c'est plus compliqué. Et pour connecter avec eux, tu vois, c'est compliqué. C'est plus compliqué que si t'as un micro-influx qui est en France, tu vois. Ça doit être complexe, Et du coup, dès le début, t'avais mis en place les micro-influx, ou alors, par exemple, comment t'as commencé dès le début, là, si on part, t'as trouvé le produit, comment t'as fait déjà pour trouver ce produit-là? En vrai, ce produit-là, j'ai fait quoi? J'ai retourné la librairie, on va de vrai, Facebook, avec des critères que j'aime bien. Tu vois, on vient vraiment essayer de transformer un peu le quotidien d'une personne qui ressent une douleur minimum une fois par jour. En vrai, pour moi, là, c'est la chose que je dis à tout le monde. C'est vraiment ça que j'aime, en fait. Quand une personne, elle est... et que la personne soit prête à investir sur cette douleur-là. C'est très important. Et du coup, j'avais vraiment le personnage d'une personne qui allait chez je sais pas, une esthéticienne, je pense, où elle paye, je crois que c'est plus de 90 balles toutes les 2 semaines pour qu'elles aient des cils, les femmes. Enfin bref, j'avais un persona bien précis. Et je testais différents messages pour ce persona-là. Et après, voilà, pareil, en organique, je testais différents messages. Et moi, en off, j'analysais, quel message interagit le plus avec le marché. Est-ce qu'il y a des interactions, commentaires, likes, vues et tout. Et les messages qui me rapportaient le plus de visibilité, de la conversion en organique, c'est des messages que je testais en ads. Ce genre de créatif que je balançais en ads quand j'étais rentable dessus, du coup, justement, là où je passais avec des agences, du GC, etc., pour justement un peu diversifier, qu'il y ait différentes personnes, différents visages qui parlent de mon produit et de leurs bienfaits. Et après, justement, par la suite, pour revenir à ta question, par la suite, après, j'ai fait du micro-influx sous forme Donc, tu avais des proches qui tournaient pour toi. Tu as fait comment? Tu as mis quoi en place? Non, de vrai, au début, sur les réseaux, tu tapes UGC, tu vois qu'il y a pas mal de personnes, tu contactes. Après, tu vois, il y a des UGC que j'utilise encore à l'heure actuelle, que je donne aussi à des personnes qui font de l'e-com. Et puis voilà. Donc voilà, vraiment, en fait, je teste des messages. Une fois que je sais que j'ai un message qui convertit, que j'ai une bonne image sur les réseaux, en vrai, c'est vraiment là où, du coup, je sais que j'ai un message qui convertit. Je sais comment vendre mon produit à telle personne. En vrai, je pousse mon message. Tu vois. Et du coup, j'imagine que avec ça, tu adaptes aussi ta page produit en fonction des messages qui performent sur les réseaux. Et puis même en fonction de mon avatar, en fait. Pour moi, en fait, tout se fait autour de... Il y a le produit aussi, tu vois, qui est extrêmement important, parce que bien sûr, tout ce que tu vas mettre en place derrière, c'est pour promouvoir ton produit. Donc, tout se fait autour de ton produit. Mais ton avatar client, c'est vraiment... les mots que tu utilises, les images, tout se fait autour de lui parce que c'est lui que tu vas convertir. Donc pour moi, je pars vraiment du principe où il faut que je connaisse mon avatar client mieux que lui se connaît lui-même. Et une fois que j'ai ça, en vrai de vrai, je suis serein, tu vois. J'ai juste à tester et donc, des messages, tu vois. Tu le fais, j'imagine, aussi avant de lancer ta boutique, etc. Et donc toi, c'est quoi un peu ta strat pour faire ça? Tu analyses le concurrent, les commentaires en dessous? En fait, en vrai de vrai, j'ai une grosse étape de positionnement où je viens comprendre tout ce que font mes concurrents. Je note tout sur un Google Doc. Mais c'est pas juste, tu vois, le nom de mon concurrent. Je tape vraiment, je cherche vraiment est-ce qu'il est présent sur les réseaux, à qui il parle, à qui il vend, comment, son copywriting, bref, je retourne tout ce qu'il fait. Une fois que j'ai tout ça, après j'essaye de me différencier de lui déjà dans un premier temps, parce que pour moi je trouve que copier un concurrent, de toute façon c'est des choses que vous faites pas du tout. Non, on fait du copier-coller pur. Ah ouais, ok. Mais sur d'autres marchés. Sur d'autres marchés. Et après, comme on a expliqué, en fait, ça permet juste de tester ultra rapidement. Pour tester en 2 jours, on produit. peut lancer un produit, et après, on le teste. Et après, bien évidemment, tu prends pas les. Sinon, tu peux. Tu fais. Mais ce que je veux dire, c'est que vous copiez des concurrents, mais sur d'autres marchés. Donc en réalité, ça n'a pas le même impact que si vous copiez un concurrent et que vous positionnez sur le même marché. Donc moi, je pars du principe de ça. Et j'en étais où? Oui. Et du coup, je me différencie de lui le plus possible. Dans le sens où... T'es obligé de toute façon, si tu vends le même produit sur le même marché, c'est impossible. T'es obligé de te différencier, de trouver des nouveaux angles. Mais principalement quand on fait notre veille concurrentielle sur le marché français, imaginons le produit à l'heure actuelle que vous vendez, faites des veilles concurrentielles sur le marché, vous verrez que tous les concurrents qui sont positionnés, ils font pratiquement les mêmes choses. Il n'y a personne qui essaye de réellement se différencier. Pour rebondir sur ça, nous, de base, on était parti sur le même angle que le concurrent. Et comme on l'a dit dans le dernier podcast, sur notre produit principal au Mexique, maintenant, le concurrent, notre angle principal et qui marche, un truc de fou, c'est complètement différent de ce que propose notre concurrent. Et on se dit, parce que lui, il a le marché européen, il avait à un moment, il a scalé énormément sur le marché européen.
s'il avait appliqué l'angle marketing qu'on a, on est sûr qu'il est plus performant que le sien, il serait vraiment mis plein les poches, quoi. Ouais, franchement, ouais. Mais donc oui, de base, nous, on copie-colle les 3-4 premiers jours pour tester. Mais après, bien évidemment qu'il faut réfléchir par soi-même et appliquer les choses qui paraissent le plus cohérentes. C'est simple. Si tu fais copier-coller, tu progresses pas. T'as juste à faire un site sur Shopify, à traduire des ads et au final, méchant, tu prends aucune compétence. Pardon. Ouais, carrément. Et puis en fait, on sait même pas sur quelles compétences ou qu'est-ce qu'on a mis en avant pour faire de l'oseille. Parce que c'est ça aussi qui est bien en e-com, et même dans tous les business, c'est que... Ok, vous allez chercher du chiffre d'affaires, mais aussi comprendre aussi pourquoi il y a le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et moi, c'est vraiment, sur ma première année, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à prendre du recul et à switch. Parce que, en fait, quand je regardais ce que j'avais fait sur ma première année, mais c'est logique, je faisais pas d'argent. En fait, je copiais des concurrents. En fait, je faisais ça. C'est du copier-coller, mais je faisais sur le même marché et les mêmes angles marketing. Et tout pareil. Et moi, je pars du principe où tu copies quelqu'un, tu donnes limite plus de valeur à la personne qu'à toi-même. Comme je prends l'exemple, et aussi le marché il réagit pas pareil en fonction de, il peut réagir d'une telle façon sur un concurrent et pas du tout le pareil que sur vous, sur le produit qu'on lance. Je prends l'exemple souvent de Nike et Adidas, c'est pas du tout les mêmes clients ou pas tout le temps, donc ouais, pour moi copier en tout cas et de se remettre sur le même marché en utilisant exactement la même chose, faut pas du tout s'attendre au même résultat que le concurrent, quoi. Non, puis en plus on le sait maintenant, si on parle de Facebook Ads avec Andromeda, maintenant c'est quelque chose qui est complètement impossible en fait. Si tu décides de faire ça, tu vas avoir des CPM à 45 sur Meta et au final tu n'auras aucun résultat, c'est sûr, et puis là tu es voué à arrêter l'e-com et à te dire j'arrête, ça marche pas et c'est tous des arnaqueurs. Parce que toi avec du coup ton premier produit, quand t'as ta boutique, t'as ton produit, la première phase, t'es parti sur quoi? Sur Meta, sur TikTok, en organique, t'as fait comment? En vrai, j'ai testé pas mal de choses. Je faisais même au début, je lançais des campagnes en même temps sur Meta et sur TikTok. Et en vrai, du coup, après, j'avais aussi un peu d'expérience parce que du coup, sur ma première année, j'avais pas mal testé TikTok. Et TikTok, ce qui est relou et ce que j'aime pas trop, c'est que les créas, c'est plus trop vite. Ads, TikTok Ads. TikTok Ads, ça c'est plus trop vite. Moi, j'ai jamais fait TikTok. Franchement, en fait, je connais pas trop l'algo. Enfin, j'ai une idée de comment fonctionne l'algo, mais vraiment par rapport à Facebook, nous on est spé Facebook, tu vois, on est vraiment, c'est notre focus. Mais TikTok, ça s'épuise rapidement. Ouais, carrément. En fait, moi j'aime bien sur des phases de scaling, sur des formats bien plus courts que vous utilisez sur Insta. Je pense sur Insta, Facebook, vous utilisez 45 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça. Ça dépend le stage d'awareness. On teste un peu tout, nous, honnêtement, images, vidéos, VSL. Franchement, on essaye d'envoyer le max avec Andromeda. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que le plus de diversité, c'est le mieux. Et de toute façon, tant que t'as pas testé, en réalité, tu peux pas savoir. Si ça se trouve, tu vas te dire, c'est mon persona, c'est un jeune de 22-23 ans, et sûrement que ça va être mieux des vidéos un peu plus courtes. Et au final, tu vas te retrouver à faire une VSL qui va performer. Et tu vas te rendre compte que ton persona, c'est 40 ans. Tu vois, tu peux des fois te tromper et en fait, l'algo va te rappeler à l'ordre et te dire, en fait, c'est ça. Et donc, tu analyses et en fonction, tu ajustes à chaque fois. Donc, nous, on teste tout en fait. Il faut écouter le marché, on devrait. Et puis, comme tu l'as dit avec Andromeda, maintenant, c'est ce qu'il veut. C'est avoir de la diversité, un persona, un angle, un message, différents concepts, des VSL de 2 minutes, des vidéos de 1 minute, tu vois, 20 secondes, 15. Faut diversifier un max. Et après, c'est du full opti, quoi. Si vous testez plein de choses, il y a quelque chose qui vous rapporte le plus, vous allez focus là-dessus, quoi. Exactement. Et moi aussi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que le marché, il change énormément. Alors, par exemple, imaginons que là, ça soit les VSL de 2 minutes qui vous font le plus convertir. Peut-être que dans 3 mois, ça sera des vidéos de 15 secondes. J'ai vraiment eu ce changement aussi d'angle, de vidéos, de format. Le marché il évolue. Ce qu'il y a aussi, c'est que si tu éduques ton marché avec des VSL, au fur et à mesure, en fait, tu les auras fait descendre dans le funnel qu'on a expliqué la dernière fois, et ils seront bien plus éduqués sur ta marque. Et donc, rien qu'une offre avec un acheté, un offert, par exemple, tac, ça va te les convertir. Alors qu'avant, ils connaissaient même pas. Ça se trouve, ils étaient unaware, ils savaient même pas qu'ils avaient un problème. Tu les as éduqués à ce niveau-là, mais une fois qu'ils savent qu'ils ont un problème, et tu peux à travers une créa image s'ils sont vraiment éduqués ou à travers une vidéo un peu plus courte les convertir. Mais c'est ça en fait, c'est au fur et à mesure, plus tu as de diversité, plus tu touches de personnes et plus tu peux scaler en fait. Ouais, carrément. Non mais carrément, bien sûr. Et puis c'est le marché, l'optimisation. Après en vrai de vrai, à un stade c'est du full marketing et full opti en fait. C'est ça. T'optimises le moindre
De toute façon, les créas, c'est le nerf de la guerre. En réalité, tu peux faire tant de CRO que tu veux, si tes créas ne performent pas, bah, c'est compliqué. Et même en organique, j'imagine que c'est exactement la même chose. Ouais, toi, en orga, du coup, c'est quoi ton process? Tu postes tous les jours, tu postes plusieurs fois par jour. Comment tu fais En fait, dans un premier temps, je travaille énormément juste l'aspect visuel de mes pages. Histoire que la personne, elle se retrouve juste avec une identité visuelle déjà, des couleurs, des typographies, pas mal de choses. Et après, voilà, visuel également, que je poste généralement entre 2-3 vidéos. Comme ça fait quelque chose d'assez clean avec des vidéos, des visuels assez cool. Et après, pareil, en fait, moi, je teste plein de messages. Je peux tester déjà dans un premier temps, je peux poster minimum une fois par jour, tu vois. Après, augmenter si on peut suivre la cadence. Mais surtout, c'est de tester pas mal de messages différents, tu vois. Et en fait, c'est ça où j'aime bien cette sécurité, dans le sens où je me répète, mais une fois qu'il y a un message qui convertit en organique, tu vois, c'est forcément un message qui ads, il fonctionne dans tous les cas aussi. Il peut fonctionner en ads. Après, ça peut arriver que ça fonctionne pas du tout en ads. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment la trame que je suis. Et puis, c'est aussi la première chose que j'ai remarqué quand... il n'y a aucune grande marque à succès qui n'est pas présente sur les réseaux. Donc, je pense que c'est que du positif, en fait. Et puis, en fait, même aussi par la suite, sur du long terme, il y a énormément de rentabilité, parce que j'ai aucun coût en organique. Ouais, tout à fait. Donc ça structure ton image de marque, t'as une grosse rentabilité. Après, c'est chiant, c'est plus long, parce que là, bien sûr, ça te pousse. Ouais, c'est moins scalable aussi, quand même, l'organique. C'est bien moins scalable, mais en fait, moi, j'allie les deux, en fait. Tu vois, souvent sur le marché, là, on entend sur les réseaux sociaux ads ou organique, mais en fait, je trouve que c'est vraiment utiliser les deux. Ouais, tout à fait. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Tu vois, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on faisait de base du Facebook Ads, on lance directement sur Facebook Ads, mais la réalité, c'est que sur Insta, sur notre marque, on a plus de 10 000 abonnés, et sur Facebook, peut-être 15 000. Enfin, tu vois, ça se développe en même temps, les deux. Certes, on n'alimente peut-être pas autant que toi nos deux pages, mais n'empêche que l'organique, il est présent, qu'on le veuille ou non, en fait. Ouais, bien sûr. Les deux vont ensemble. Et justement, c'est un truc qu'on a mis en place là, il y a pas longtemps, c'est que nous, on postait pas du tout, tu vois. Notre page Facebook, on postait pas du tout. Et vraiment, Andromeda, il veut avoir une page active, tu vois, une page où il y a des publications récurrentes. Et pour te dire, notre marque, on avait sur la page, on avait 3 posts, je crois. 3 posts Facebook sur notre page. Ouais, 3-4, c'est ça. Tu vois. Et du coup, là, on est en train de mettre un process en place, tu vois, pour poster vraiment tous les jours. Et pour montrer à Meta qu'en fait, on a une page active et que c'est pas juste pour les ads. Quoi. Et puis, forcément, ces 10 000 abonnés ou 15 000 abonnés, ça dépend de la plateforme, on peut les convertir encore. Oui. Enfin, justement. En fait, on a de l'or sous la main, mais on l'utilise pas. Donc forcément, si tu as des abonnés en organique, il faut essayer de les convertir. Et c'est ce que nous... en fait, on est tellement dans le truc créatif qu'on charbonne que des fois, il faut se poser et se dire, ouais, là, en fait, j'ai de l'argent à gratter juste là, mais je dors dessus depuis 3-4 mois. Un système de story, là, sur une semaine, c'est fini. Vous faites plein de cash flow, là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pareil, marché mexicain, si jamais on arrivait à mettre un peu quelqu'un derrière le compte Insta, une personne qui parle mexicain, qui met un peu en avant la marche, en plus, nous, c'est quelque chose de super émotionnel, ça pourrait vraiment marcher super bien. Vous êtes rentré en contact avec des personnes, par exemple des créateurs UGC, je sais pas si ça se fait au Mexique. Nous, on fait du full IA. On fait full IA. Ouais, full. Tous nos plans, ils sont IA, tu vois, on n'a aucune vidéo réelle. C'est ce qui marche. Je pense qu'honnêtement, c'est plus simple en fait. En fait, on a lancé la marque. Moins cher. Ouais, en vrai de vrai, c'est puis on a lancé la marque en vrai quand l'IA, ça venait de, entre guillemets, vraiment commencer, que tu pouvais faire des vidéos correctes avec l'IA, c'était vraiment le début, quoi. Et donc, je pense qu'on est une des premières à avoir fait vraiment full IA, parce que c'est full IA, même sur notre site, c'est full IA. Okay. C'est vrai que... Après, on a alimenté les avis clients, etc., par des photos que les clients nous ont envoyées, tu vois. Mais de base, c'était vraiment full IA. Non, mais en vrai, carrément, ça révolutionne le business. De toute façon, dans tous les cas, l'intelligence artificielle. Donc, il faut s'en servir, quoi. Les créa images que tu parlais, par exemple, en organique, tu peux tester un nombre d'angles infini, quoi. Tu peux envoyer... les posts, c'est pareil. Quand on parlait de un post, 2 posts, aujourd'hui, si tu automatises le truc un peu, tu prends quelqu'un pour poster, tu peux envoyer des 30 posts par jour, quoi. En plus, maintenant, avec l'IA, Manusia, on en a parlé dans le dernier podcast, on peut faire 100 créatives statiques en 30 minutes. Ouais. Franchement, c'est trop fort. C'est banger. Même sur Meta, on peut tout paramétrer. Je sais pas si vous pouvez, mais si vous savez, mais on peut paramétrer des posts Facebook, Insta. Donc en fait, suffit que même toutes les vidéos que vous mettez en ads, vous les paramétrez pendant, je sais pas, une après-midi, tout sur Meta, ça se poste automatiquement, vous faites rien. Et ça se poste, il y a quelqu'un qui poste sur les réseaux. Du coup, vous êtes actif sur votre page Facebook, sur votre page Insta. Et ouais, non, bien sûr. Et sur votre site internet, comment vous faites sur un peu le process que vous respectez sur le site C'est-à-dire
Bah pour vous, peut-être des points que vous aimez bien mettre en avant sur les sites internet pour Par rapport à la structure? Ouais, voilà, la structure, par exemple, tu vois, je pense à de la presse sociale, une offre, je sais Ouais, pas. ouais. Bah, nous, en fait, de base, on reprend la structure du concurrent qui a déjà marché. Donc, on est sûr que notre structure, elle marche. Et après, on optimise, tu vois. Ok. Après, on fait notre copywriting, on le change, on fait notre propre copywriting. Pareil pour les images, pour l'offre, pareil. Donc, après, on optimise un peu tout. Mais de base, on utilise la structure qui fonctionne, une structure pardon, qui marche et qui est celle du concurrent, quoi. Après, on a B-test de toute façon la structure, entre guillemets, l'offre, on la B-test tout le temps. Ouais. Un tip qu'on peut donner, qu'on applique nous tout le temps sur notre boutique depuis un petit moment, on avait trouvé ça chez un concurrent, c'est que sur la page de paiement, en haut, tu sais, normalement, quand tu ta page Shopify Plus, tu peux pas personnaliser la page de paiement. En haut, on ajoute de la trust, tu vois, au niveau de du logo. Tu peux ajouter de la trust comme 4,8 étoiles sur 5, 98% de satisfaction, satisfait ou remboursé, des choses comme ça. Et on a trouvé que ça marchait plutôt bien. C'est entre guillemets un glitch au fait que Shopify Plus, tu puisses pas changer la page de paiement. Ouais, les applis, après, que le checkout Shopify par défaut, il est horrible. Hein. Ouais, parce qu'en fait, les gens qui savent pas, l'abonnement de base de Shopify, il est à 33 € à peu près, je crois. Et l'abonnement juste au-dessus, il est à combien? 300 ou 500, je sais plus. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme Shopify Plus, c'est 2005. Et c'est 384 les 2 premiers mois. Ah oui, ouais, exact. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. Et du coup, ouais, il y a un gap entre les deux. Et en fait, la grosse différence, c'est juste qu'on peut modifier le checkout. À part ça, en vrai, il n'y a rien d'autre les utilisateurs que tu peux mettre et tout, mais sinon, en vrai, tu les mets en collaborateur et ça fait le taf, tu vois. Ouais, carrément. Mais oui, du coup, ouais, mettre à la place du logo de la trust en haut de la page de paiement, en haut du checkout, c'est banger. Ouais, franchement, c'est puissant et c'est un truc, en vrai, on n'y avait pas du tout pensé. On est tombé sur un concurrent. Cet été, sur un concurrent. Et donc depuis on l'applique et franchement ça marche plutôt pas mal pour nous, donc c'est quelque chose qu'on fait part comme ça. Si jamais il y a des gens qui peuvent l'appliquer sur leur boutique, c'est quand même pas mal. Après je crois que juste pour le checkout, moi c'est ce que j'utilisais, c'est qu'il y a des applications qui permettent de juste modifier le checkout à 20 et quelques euros par mois, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus 30 ou je sais plus. Et en vrai c'est game changer. Tu vois, ça change vraiment tout. Nous on n'a jamais encore testé, tu vois, on n'a jamais encore, mais je pense qu'à un haut niveau, tu vois, ça peut vraiment jouer. Non, bah en vrai ça explose ça améliore en tout cas ton taux de conversion quoi. Ouais. Généralement quand il y a la page de checkout elle peut un peu freiner parce que c'est compliqué. Aussi, ce qui est intéressant c'est par rapport aux upsells que tu peux ajouter derrière. En fait le truc sur Shopify, je crois que tu es limité à 3 maximum, tu peux pas en ajouter plus. Alors que sur des applis comme j'ai plus les noms exacts, mais des applis tu vois pour modifier. Même moi mais en tout cas tu peux ajouter autant d'upsells que tu veux et c'est ça vraiment le truc qui est banger, c'est que tu peux mettre 30 upsells après l'achat, alors que sur Shopify, de base, tu peux en mettre que 3. Donc, et toi, du coup, c'est quoi que tu mets en place quand tu vois que ton produit marche, entre guillemets, que tu as ton site, etc. Tu mets quoi en place niveau marketing? Par exemple, j'imagine de l'email marketing. Est-ce que tu mets en place des upsells, par exemple, après achat, avant achat, etc. Ouais, bien sûr, on voit tout le temps. En vrai, même, je crois qu'il y a une stat aussi qui dit que 30%, à partir d'un million, sur 1 million, 30% de chiffre d'affaires sur une grosse marque, c'est full retargeting, donc relance. Donc Klaviyo, je pense, pour moi, c'est l'une des applications les plus intéressantes à mettre en place sur une brand, en fait, tout simplement, qui performe bien. Qu'est-ce que je mets en place en termes de marketing? Moi, je pars du principe où plus il y a de personnes ou de visages différents qui parlent de mon produit, en vrai, c'est le meilleur pour moi. Donc, le plus d'UGC possible. Ça m'est arrivé de même collaborer avec des agences UGC où tu prends un petit rendez-vous avec eux, ils te font 100 UGC en une session. C'est incroyable, ça change vraiment tout. Après, maintenant, il y a l'IA aussi, donc c'est bien plus facile. Mais ouais, en vrai, devrait qu'il y ait plus de personnes et de visages différents qui parlent en bien de mon produit. C'est incroyable. Et puis même après, influx, tout dépend aussi le produit et les influx, bien sûr. Parce que voilà, je pense aussi, et je trouve, vu que voilà, moi, je me casse la tête à avoir une bonne image sur les réseaux. Si, imaginons, je sais pas, je prends une influx qui est dans un... Tu vois, je sais pas, qui a une mauvaise image sur les réseaux, genre, je donne pas de nom, mais ça peut tuer mon image de marque, exactement. En fait. Donc, et une influx qui correspond à ton persona, ça, c'est banger. Ah, mais ça, c'est banger de fou. Et puis même micro-influx, tu vois, genre te faire du gifting, où tu leur envoies juste un produit en échange de 2-3 vidéos. En fait, c'est hyper bien, parce que toi, ça te coûte rien pour ton produit chez ton agent. Tu l'envoies chez une influx, elle est contente, elle a un produit qu'elle kiffe bien, elle te fait une vidéo, tu fais ça avec 50 influx, tu as 50 visages différents qui parlent en bien de ton produit. Exactement. Et toi, tu as déjà été réellement, vraiment rentable avec une influx
qui a pu te dégager du chiffre d'affaires? Ouais, mais carrément. En vrai, je pars du principe pareil, en fait. Quand tu as un message et que tu le passes à une influx, bah, en vrai, c'est incroyable parce que du coup, bah, l'influx, elle respecte le message que tu fais passer, que toi, tu as testé, qui te fait convertir. Et juste, bah, en fait, après, c'est juste une game de visibilité, un game de visibilité, quoi. Ouais. Donc après, bah, plus tu es vu, plus le message il est vu, plus tu convertis. Donc en vrai, ouais, carrément. Ok. Et puis en fait, c'est ça aussi qui est bien. J'ai jamais trop collaboré sur une influx, où je me suis focus sur une influx. Quand j'ai fait des UGC, j'arrive pas. J'en fais pas mal d'un coup. Et pareil, sur les influx, j'en fais pas mal d'un coup. Comme ça, tu vois, j'ai de la matière à balancer en ads, j'ai de la matière à balancer sur les réseaux, même sur le site internet. Tu vois, c'est des vidéos que je peux reprendre. Je mets sur le site, c'est de la preuve sociale, c'est la chose qui te fait le convertir le plus. Ouais, donc, et puis ça, c'est des méthodes, t'es obligé de le faire en masse, tu vois. Si t'as une influx. Ouais, une influx, ça te rapporte quoi? Peut-être un peu de cash flow, mais après, tu fais quoi? Ouais, et puis si ça correspond pas avec ton persona, tu peux le balancer en ads tant que tu veux. Ça changera rien. Tu vas couper le produit alors que ça se trouve, ça pouvait marcher, mais juste, t'as pris la mauvaise influx. Donc, t'es obligé de tester 5 ou 6, voire 7 influx pour tester. C'est pour ça que, comme on en revient avec l'IA, maintenant, à la place de débourser, bah, si c'est du UGC, ça peut te coûter super cher. Si c'est des micro-influx, peut-être moins, mais ça va te prendre plus de temps. Et les scripts, c'est pas sûr qu'ils soient toujours respectés. Alors que là, de nos jours, avec l'IA, tu peux lui faire dire ce que tu veux, appliquer le persona que tu veux, ça change tout. Et vos vidéos IA, elles sont bien réalistes? Ouais. Ça se crame pas trop? Non, bah après, tu vois quand même que c'est de l'IA à certains moments. Tu peux le deviner, mais je pense que en fait, nos vidéos qui ont le mieux marché, c'est les vidéos qui étaient le plus réalistes, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai, tu vois, c'est vraiment, même pareil pour nos créa images, c'est nos créa images les plus réalistes qui fonctionnent, tu vois, faites avec l'IA. Donc Meta, il fait un peu le tri, mais ouais, je pense que notre vidéo actuellement, notre créa winneuse actuelle, je pense qu'on la montre à une personne âgée ou un enfant, il voit pas, tu vois, que c'est de l'IA. Okay. Vous pensez quoi des créas, des statiques, des images? Bah nous, c'est ce qui nous a fait réussir au début. Je pense qu'on est déjà monté à... sur le marché espagnol, ouais, si on a testé un peu avec ce produit-là, on a testé un peu des créas vidéo, mais pas tant que ça. On a dû faire 30-40 000 euros de CA avec créa image. Et là, de nos jours, une de nos créas qui a dépensé, je pense, 30 000 euros. C'est créa image toute simple que j'ai fait avec ChatGPT en 3-4 secondes. Mais juste, en fait, tu balances de la quantité. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'il va y avoir des créas qui vont moins bien performer, qui vont être de moins bonne qualité. Faut quand même être regardant parce que si tu envoies que de la basse qualité à Andromeda, il va pas être content. Ouais. Mais tu peux envoyer tellement de créas, en fait, c'est tellement puissant. Nous, on a testé, la dernière fois, j'ai regardé 800 créas. Donc, tu vois, c'est énorme. Okay. Peut-être 300 vidéos et le reste c'est de la créa image et tout ce qui fonctionne en créa image après on le balance en vidéo, tu vois. Ouais, le message et tout. En fait, moi je trouve ce qui est bien, c'est que sur la créa image, mais ça te coûte rien. Bon, après vous aussi ça vous coûte rien du coup vu que vous faites lié à les vidéos, mais ça coûte rien du tout. En une seconde, tu peux démontrer ton produit, ton offre, ton nom de marque, tu peux tout présenter en une seconde. Ah, c'est le plus simple, hein, ton prospect, boum, il a tout, il aime pas. Après, encore une fois, ça dépend de ton produit. Il y a des produits, ça va être plus compliqué. Là, un produit qu'on a testé full VSL, créa image, on a testé, ça convertissait pas du tout, mais parce que c'était vraiment du unaware, il y avait vraiment un prospect à éduquer. Et si on envoyait de la créa image, forcément ça convertissait pas, à part les gens qui avaient vu notre VSL et qui après pouvaient être targetés par une offre 1 acheté 1 offert, 2 acheté 1 offert. Qui sont déjà qualifiés par. C'est ça, exactement. Carrément. Non, après, si tu cibles un problème et tout, tu démontres juste le problème sur une photo, tu mets ton offre, ton nom de marque, un petit message, un petit slogan, fini. C'est ça. Et après, tu testes. En vrai, c'est ça, en vrai. En fait, à chaque étape, je trouve que le marketing, en fait, que tu fasses 0, que tu fasses 3 000 euros par jour ou 10 millions, en fait, t'es obligé de faire du marketing. C'est un peu, comme tu l'as dit, un peu le nerf de la guerre. Après, je pense que les différentes stratégies, elles sont juste là pour te faciliter ou bien te faire positionner sur ton marketing directement. Donc, comme votre stratégie qui vous permet de tester en masse, d'optimiser et de partir sur le marketing qui vous ramène le plus de cash. Moi, pareil, en fait. En vrai de vrai, c'est du test et en fait, j'écoute le marché et je pars sur le message qui convertit le plus. Je pense que tout le monde se base sur la data, des concurrents ou de la sienne, mais tu es obligé de te baser sur la data. Si tu pars de 0, il n'y a personne qui est devin, tu peux pas deviner comment va réagir le marché et l'angle qui va le mieux marcher ou l'angle qui va le moins bien marcher. Ouais, carrément, c'est clair. Carrément. Et puis moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, le marché il peut tellement réagir différemment entre ton concurrent et toi qu'en vrai de vrai, Ouais, non, de toute façon, c'est de la data à analyser, écouter le marché et partir sur les choses qui convertissent le plus en vrai de vrai. Ouais, tout à fait. Puis maintenant, pour reprendre ce qui marche niveau créa image, encore une fois, tu balances tout dans Manus, il te fait un rapport, tu t'envoies sur Xfield et puis Nano Banana Pro et
Vous pensez quoi de Claude là en ce moment? Je vois des vidéos, il commence à se connecter à l'orgie. Oui, moi je m'y suis pas penché encore dessus. Manus, c'est un peu pareil, tu vois. Manusia, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que Claude, j'ai vu. Ouais, tu peux te faire des Google Docs directement. Mais c'est à peu près le même concept, je crois. C'est à peu près pareil. Vous allez voir, ChatGPT, ils vont révolutionner la chose. Ouais, en vrai, c'est un duel. Hein. Ce qui est bien avec l'IA, c'est que, en fait, ChatGPT, si jamais Manus ou Claude prend le dessus, et eux, ils vont être obligés de trouver des nouvelles choses. Après, et donc, forcément. Pour ChatGPT, ils visent pas le même type d'audience, tu vois. Claude, Manus, ils visent des entreprises. ChatGPT, pas du tout pareil. Tu vois, c'est les particuliers, c'est ceux qui sont au collège ou au lycée qui posent une question. Tu vois, c'est pas pareil. Le but, c'est que ça soit simple, un truc, tu vois, simple à utiliser, efficace. C'est pas pareil. Ah, mais je crois que Claude, il commence à faire du sale là en ce moment. Ouais, c'est pas mal. Mais après, en vrai, il y a plein d'IA, comme on disait. Nous, Manus, ça revient cher. Par contre, là, ça commence à chiffrer un peu pour nous. On a 400 € par mois. On a 400 € par mois de Manus, tu vois. Mais par contre, ça fonctionne sous forme de crédit, tu vois. Putain, ils sont forts. Pareil, donc, ils sont intelligents, franchement. Ouais, normal. Mais quand ça te fait un retour sur investissement, et les 400 €, tu les mets avec plaisir parce que tu sais que toutes les VSL que tu dois scripter par toi-même, d'habitude, il t'en sort 10 en 15 minutes, et voilà, tu vois. Oui, entre ça, 400 €, payer une agence 10 000 € par mois, tu vois, pour faire des créa images, pour faire des statiques, des vidéos, des prompts, parce que nos prompts maintenant, ils sont bangers en vrai. On a un dossier, un projet, tu vois, Manus, où il y a toute la data de notre marque. Et tu lui poses une question et après c'est banger, franchement. En vrai, les IA, en fait, quand tu promptes bien et tu leur expliques bien la chose, et une fois que tu sais comment elle réfléchit, moi j'ai toujours utilisé ChatGPT. Maintenant, je sais que quand je lui dis ça, je sais ce qu'il va me répondre limite, ou je sais ce que je lui demande, il va me le donner. Donc en vrai, c'est trop fort. Et non, ouais, en vrai de vrai, ça révolutionne la chose. En fait, ça nous facilite. Et ça accélère le process, j'ai l'impression, un peu sur tout. Voilà, comme vous l'avez dit, sur des prompts, sur même des avis. Moi, j'aime bien lui demander un avis tout bête sur, je sais pas, une section de mon site internet ou même des statistiques, etc. Non, on va de vrai, c'est trop fort. Après, avec ChatGPT, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il a toujours tendance à saucer. C'est-à-dire qu'il va te dire, oui, c'est très bien, là, tu es en train de faire, etc., etc. Je l'ai vu avec pas mal de personnes qui se disent, ouais, là, ChatGPT, il me dit ça. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ChatGPT, il va jamais te dire, ouais, là, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est comme nous, on a cherché un moyen d'avoir les moyens de paiement pour vendre au Brésil, tu vois. On a demandé à ChatGPT et ChatGPT nous dit que oui, tu peux. Et en fait, après avoir fait tout le process pour contacter des processeurs de paiement, on voit que tu vois, c'est impossible. Mais lui, il nous dit qu'on peut, et dans plein d'autres domaines, tu vois, il nous dit que c'est possible, que ça fonctionne, alors qu'au final, pas du tout. Un truc tout bête, on avait essayé, vu qu'on a un produit personnalisable, d'automatiser le fait que Shopify, ça soit connecté à ChatGPT et qu'en fait, les créas puissent se faire toutes seules avec le produit personnalisé du client. Tac, ça envoie sur ChatGPT avec un prompt et ça nous crée une créa directement et qu'on peut l'envoyer directement sur Meta. On s'était dit, si on arrive à automatiser ça, franchement, c'est super fort. Tu vois. On voit avec ChatGPT. Idée de SaaS, les gars. On avait essayé, on demande à ChatGPT, il nous dit, ouais, pas de souci, machin, ta. On était fous, on s'est dit, incroyable, on va même plus avoir besoin de faire de créa, ça se trouve un jour. Et en fait, pas du tout. Mais il va jamais te dire concrètement non. En fait, c'est ça son plus gros point faible, en fait. Et son plus gros défaut, en fait, c'est ça, c'est qu'il caresse toujours dans le sens du poil. Ouais, exactement. Et c'est horrible. Et il n'a pas un avis critique. Mais je pense qu'avec Manus ou Claude, on pourra l'automatiser un jour. Ouais, c'est sûr. L'IA, dans le sens dans lequel elle progresse, c'est ça. Quand on parle de Claude qui arrive à aller sur ton ordi, naviguer, c'est ça en fait. C'est ça qui va être puissant. C'est que c'est des agents en fait. C'est des agents IA. Ouais, non, en vrai, c'est des trucs de fou. Et puis je pense rien que là, dans 6 mois, ça sera tellement différent que ça sera tellement boosté. Comme il y a 6 mois, créa vidéo, c'était compliqué de faire. Tu vois. Ouais, on se serait jamais dit ça à l'heure actuelle. Non, mais carrément, ça prend une ampleur, ça accélère super vite. Et c'est pour ça aussi, c'est important d'être à jour, de tout le temps tester pas mal de choses. Là, il y a Claude, se pencher sur Claude, un peu prendre des infos. Après, je pense que ChatGPT vont mettre une mise à jour bientôt où ils vont pouvoir. Faut être curieux. En vrai, dans le business, un des facteurs principaux, maintenant, on va pouvoir rebondir là-dessus, mais tu commences à accompagner des personnes. Donc, j'imagine que tu rencontres plusieurs types de personnes. Si tu peux un peu nous faire part du persona, entre guillemets, qui réussit en e-com versus celui qui a plus de mal. C'est quoi un peu les critères que tu vois chez les personnes les caractéristiques, le caractère, etc. En vrai de vrai, tu vois, je le rebondis, c'est super bien, on parle de curiosité. Un mec déjà qui est curieux, tu vois, le mec qui essaie de comprendre pourquoi il faut qu'il monte en compétence sur tel et tel point pour réussir.
Déjà, un mec qui essaye de comprendre, déjà, c'est déjà un point qui est incroyable. Ouais. Juste alors qu'un mec, tu lui expliques comment se positionner et il te le fait juste bêtement, ok, c'est bien, il monte en compétence indirectement, il se rend pas forcément compte. Mais un mec qui est là, qui me pose des questions, ok, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi j'analyse mes concurrents, on s'en fout et tout. Ou tu vois, déjà, je sais que le mec qui est derrière, il se pose des questions, il cogite, la nuit, il doit manger, il doit y penser, tu vois. Donc déjà, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Après, si je peux te donner. Le gars qui est débrouillard aussi, moi je trouve. Ouais, débrouillard, c'est super important. C'est le plus important. Ouais, en vrai, c'est vrai que débrouillard. Après, il y a beaucoup, une personne, là, notamment Lamine, une personne qui est entrée avec moi là, il y a 3-4 mois, un truc comme ça. Et vraiment zéro débutant. Enfin, il avait pris une format, mais il n'avait pas appliqué en fait la format. Okay. Donc il m'avait un peu expliqué et tout. Je lui ai dit, ok, mets ta format de côté et tout, viens chez moi, Bref, je le signe et vraiment de zéro. Et il est carrément monté en compétence. Mais c'est pas un mec qui a voulu chercher à comprendre, mais indirectement, j'ai l'impression qu'il comprenait en fait un peu tout seul. Mais franchement, là, il travaille super bien. Et là, il y a quoi? Enfin, là, on est sur du full marketing parce que du coup, il y a eu Nouvel An chinois, un truc. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui ont un peu retardé la chose. Et puis même lui, il travaille énormément à côté. Ouais. Donc il y a ça aussi, il y a le facteur temps aussi qui consacre. Là, il y a 14 influx qui arrivent. 14 influx qui sont bien dédiés dans sa niche, dans le produit qui vont. Mais frère, ça va être trop fort. Trop bien. Et ouais, en vrai, de vrai, il y a aussi le temps aussi. Je rebondis dessus. Une personne qui travaille à côté. Enfin là, je pense à une personne, Nadja, qui travaille énormément, qui a 5 gamins à la maison. Ouais. Tu vois, c'est compliqué de trouver 2, 3, 4 heures par jour à consacrer pour son business. Ouais, tout à fait. Alors qu'un mec qui est dans sa chambre, je sais pas, papa et maman qui bossent, il peut bosser. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pour ça que la tranche d'âge, aussi 18-25 ans, c'est le moment de commencer le business parce qu'en réalité, quand tu commences après avoir 25 ans, une vie de famille, etc., c'est pas pareil. Alors que nous, qu'on soit étudiant ou pas, qu'on se consacre uniquement au business, en fait, c'est le moment de ta vie où tu as le plus de temps. Ouais. Et donc, c'est là où il faut prendre de l'avance sur les autres et commencer un business, quoi. Puis en vrai, moi, je trouve, je sais pas si vous pensez ça aussi, mais moi, je suis hyper fier. Des fois, on est dans le business et tout, on se compare à des gens toujours trop et plus haut. Ouais, on veut toujours mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, à 18, 19 ans, enfin, on est jeunes, il y a des chiffres d'affaires qui sont génériques, qui sont énormes. Tu sais, genre limite notre avenir il est tracé quoi si on fait pas de la merde, donc en vrai c'est insane quoi. Après c'est vrai que moi je sais que j'ai du mal à me dire ce qu'on fait c'est incroyable, on vous leak entre guillemets, on vient d'atteindre un peu plus des 10 000 commandes, ça fait un petit moment, donc sûrement que dans les prochains jours on va recevoir le bon vieux trophée Shopify. Je sais pas si t'as pu la voir toi, le trophée j'ai pu l'avoir à la maison, et donc on va avoir le trophée Shopify, donc entre guillemets, on pourrait être fier, mais on a tellement envie de plus, de mieux, qu'en fait, le trophée Shopify, en réalité, on s'en fout, quoi. En vrai, t'es content le jour, tu fais 2-3 photos. Ouais, voilà, c'est comme ça, mais en réalité, tu veux toujours plus et tu regarderas derrière quand tu auras fait 2, 3, 4, 5 millions de bénéfices. Mais avant, t'as juste envie de manger tout le monde, tu vois. Non, mais carrément. Mais aussi, je trouve que c'est bien aussi où... Même moi, avant, ça fait très peu de temps, peut-être 2 mois, où j'essaye de me poser et de me dire en fait c'est incroyable ce que j'ai fait. Et même rien que des fois je retombe sur des snaps mémorise il y a 2-3 ans jour pour jour et je vois des étapes où j'étais dans le business, je me dis putain t'imagines ça passe super vite et j'ai changé de fou, même rien que des sites internet des fois quand je vois sur des thèmes anciens des sites, mais je me suis dit putain mais comment j'ai pu faire ça. Et en fait c'est insane. C'est vrai que quand tu travailles tous les jours ta progression est insane. C'est bien de voir le chemin parcouru aussi parce que c'est super bien de s'accepter actuellement et de se dire je suis une meilleure personne qu'il y a un an, etc. Et d'être déjà fier de ce que tu es et d'être fier de ce que tu vas être plus tard. C'est super important. C'est quelque chose qui te permet de progresser continuellement en fait. Et carrément. Après, il faut pas se reposer sur les acquis non plus. Il faut faire le juste milieu. En fait, je trouve il est dur à faire un peu. Ouais, c'est ça. Des fois, on est trop dur avec nous-mêmes ou des fois, on va se dire mais ça va, j'ai fait du cash. Donc voilà, on vous a délivré déjà pas mal de valeurs à travers le parcours de Noah. Vous avez pu découvrir une nouvelle façon de voir le e-com. Mais donc, toujours avec notre format podcast, on vous donne un produit winner, comme on aime bien le dire. Produit banger. Produit banger, vraiment, parce qu'il a été lancé en janvier par une marque française. C'est un produit que vous pouvez appliquer avec la méthode de Noah. Franchement, c'est vraiment un projet marque qu'il faut avoir autour de ce produit. C'est un soutien-gorge pour femmes seconde peau. Donc, je vous ai déniché ce produit avec un très gros spend sur les créatives, ce qui est très important. Et vous pouvez voir que
le concurrent, il se peine beaucoup sur beaucoup de créatives et avec beaucoup de personas différents, de micro-influx, donc, dont on a pu parler aujourd'hui. Donc, je trouve super intéressant avec ta stratégie, justement. Donc, vous pouvez le tester avec la sienne ou avec la nôtre, peu importe. Il s'applique aux deux stratégies. Ouais, il y a pas mal de créa à reprendre. Et puis, pour vous dire, même, c'est un produit que nous, on a failli lancer, quoi. Ouais, c'est ça. On hésitait à le lancer. On vous le donne. Donc, c'est pour vous dire que c'est un produit qui est bon. De toute façon, on vous donnera jamais des produits qu'on ne juge pas rentables sur le long terme. Exactement. Eh ben, on va pouvoir conclure ce podcast. On clôture. Merci Noah, en tout cas. Merci à vous, en tout cas. L'accueil était incroyable et passe un bon moment. Génial. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast avec peut-être un nouvel invité.